Bon, on vient de traiter la première question, hein, les bases juridiques et jurisprudentielles de la liberté d'aller et venir. On va maintenant aborder la deuxième question que je vous avais posée. Alors je regarde un peu ce que j'ai écrit parce que effectivement, je ne m'en souviens pas nécessairement. J'avais demandé de rechercher finalement dans la loi du 28 décembre 2015, qui est la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qu'on appelle la loi ASV, hein, je vous avais demandé d'aller voir s'il y avait des dispositions particulières concernant la liberté d'aller et venir des usagers dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc pour répondre à cette question, écoutez, il faut effectivement aller regarder du côté du Code de l'action sociale et des familles. Comme vous le savez, un certain nombre d'outils sont prévus par la loi du 2 janvier 2002. Ça, vous le savez, hein, on les a déjà vus, revus, re-revus. Là-dessus, je ne reviens pas. Parmi ces outils, il y a un outil particulier qu'on appelle le contrat de séjour, qui est le contrat que signe l'usager avec l'établissement durant son séjour. Alors les séjours dans les établissements sont plus ou moins longs, vous le savez aussi, donc ça dépend de la nature des établissements dont il s'agit. Dans la loi d'adaptation de la société au vieillissement, justement, on a soulevé la problématique particulière des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors pourquoi une problématique particulière? Parce qu'en fait, effectivement, un usager dans un établissement, il bénéficie de ses droits fondamentaux, et dans les droits fondamentaux, on vient de le voir, il y a la liberté d'aller et venir, sauf que quand vous avez une unité Alzheimer dans votre structure, je vais vous dire une chose, vous devez assurer la sécurité des personnes, vous devez assurer leur liberté fondamentale, et comment vous faites pour concilier la liberté d'aller et venir avec l'obligation d'assurer la sécurité quand vous avez des gens qui quittent l'établissement. Alors je ne parle pas de fugue à mon niveau, parce que la fugue ça implique une intention de fuguer. Là elles s'en vont parce qu'elles n'ont plus toute leur tête, je dirais, d'une certaine manière, et elles se mettent en danger à l'extérieur, elles peuvent éventuellement mettre en danger d'autres personnes. Comment vous faites pour concilier liberté d'aller et venir et protection? Je vais vous dire, pendant des années, on a fait ce qu'on pouvait, on bossait sur le fil, on était à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité dans certains cas. Le législateur du 28 décembre 2015, il permet, grâce à une nouvelle disposition dans le CASF, le Code de l'action sociale et des familles, eh bien, de réussir cette conciliation, cette fois-ci dans le cadre légal. Bon. Alors, pour cela, il faut prendre le CASF, et en particulier un article L311-4-1 qui concerne en fait la possibilité d'aménager le contrat de séjour des personnes dans des établissements pour personnes âgées, hein, puisque c'est la loi ASV, vieillesse, vieillissement, qui permet donc d'adapter leur contrat au regard de ce que je viens de dire. Alors voilà ce que dit l'article. Alors, je ne vais pas lire l'article dans sa globalité, il est relativement long, ça ne sert à rien en plus. Je vais vous lire simplement la partie qui, moi, me semble intéressante. Lorsqu'il est conclu dans un établissement d'hébergement, alors accueillant des personnes âgées, hein, c'est pas écrit comme ça, mais c'est ça que ça veut dire, le contrat de séjour peut comporter une annexe dont le contenu et les modalités d'élaboration sont prévus par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne, et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Donc en fait, lors de l'accueil de la personne, on signe un contrat. Dans ce contrat, on peut rajouter une annexe. Cette annexe va venir prévoir, en fait, la manière dont on va garantir l'intégrité physique de la personne, la manière dont on va garantir sa sécurité, tout en préservant sa liberté d'aller et venir. En gros, si on l'interprète un peu autrement, c'est que va-t-on mettre en place pour que cette personne puisse continuer à bénéficier de sa liberté d'aller et venir, mais dans un cadre limité contractuellement, pour éviter qu'elle ne se mette en danger. Par exemple, on va limiter son espace de déplacement en fermant certaines portes, par exemple. On va installer un système de géolocalisation pour savoir toujours où elle est. On va placer des codes digitaux qui permettront
d'ouvrir une porte vers l'extérieur. Bon, bah, elle n'aura pas forcément évidemment le numéro de code et par conséquent elle ne pourra pas sortir à l'extérieur. Bref, on va prévoir tout cela. Mais tout cela va être prévu dans un cadre précis. Alors là on nous dit une annexe selon des modalités d'élaboration prévues par décret. Ça veut donc dire qu'il y a un décret qui va venir préciser les modalités pratiques. Alors ce décret, il est sorti depuis évidemment. Il est sorti le 15 décembre 2016, il a été publié le 15 décembre 2016, et vous le trouverez aux articles R311-0-5 à R311-0-9 du CASF. Donc, si je vais voir du côté de la partie réglementaire de mon code, c'est ce que je suis en train de faire, vous le voyez bien, je vais aller chercher R311- je disais donc 0-5. Alors voilà, j'ai le décret, alors je ne sais pas si vous allez le voir, j'en sais rien, on va essayer. C'est stabiloté en jaune. Voilà le décret, hein, tout simplement. Alors il s'intitule exactement « Annexe au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir du résident ». Alors je vous fais simplement remarquer le titre du décret est significatif, puisqu'il nous dit bien que la liberté d'aller et venir, c'est la règle, et que l'atteinte à la liberté d'aller et venir, c'est l'exception, puisqu'on nous propose en effet de mettre en place des mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir. On ne parle pas de limitation de cette liberté d'aller et venir. Ce n'est pas, à mon sens, qu'un jeu de mots, en fait, ou un jeu sur les mots que je suis en train de faire. Le législateur lui-même ne parle pas de limitation de la liberté d'aller et venir, même si, in fine, c'est ce qu'on va mettre en place. Il insiste sur le fait que la liberté d'aller et venir doit être préservée le plus longtemps possible, et que si on était amené à la remettre en cause ou à la limiter, il faudra le faire dans un cadre contractuel précis. Ensuite, dans ce décret, on nous indique le contenu de l'annexe au contrat de séjour est défini par un modèle type fixé à l'annexe 391. Ça veut dire qu'effectivement, là aussi, il faut aller voir dans le CASF l'annexe 391, c'est ce que je suis en train de faire. Et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier en fait dans tout ça. Et bien voilà, on a l'annexe 391, là c'est pareil, je l'ai stabiloté en jaune pour qu'on la repère, elle est là, ok. Alors comment elle s'intitule? Mesures individuelles permettant d'assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Vous voyez, donc là, on est bien dans la conciliation de deux impératifs. D'une part, la sécurité des personnes, d'autre part, la liberté d'aller et venir. Et donc l'annexe explique ce qu'il faut faire. C'est une annexe, j'allais dire, nationale. Par conséquent, ici, vous allez effectivement retrouver dans tous les établissements qui reçoivent des personnes âgées la même annexe. On va simplement prévoir pour chaque résident des modalités spécifiques. Certains auront peut-être un système de géolocalisation, d'autres se verront alors confinés dans un espace défini pour tout cela permettre une sécurité tout en garantissant la liberté d'aller et venir. Voilà, là nous avons répondu, je pense, suffisamment à la question 2. Je vais maintenant voir ce que je vous avais demandé en troisièmement. À votre avis, quel recours peut-on envisager contre l'arrêté municipal du maire de Sanary-sur-Mer? Donc c'est dans le Var, puisque ce maire avait pris un arrêté qui venait limiter le périmètre de déplacement à l'extérieur à 10 mètres de la maison. Alors voilà, il est beaucoup plus sévère que la loi, puisque la loi manifestement prévoit 1 km, et lui, il est passé à 10 mètres. Ça paraît quand même assez court.
Maintenant, je vais vous dire, hein, j'en sais rien. Il y a des gens peut-être qui ont fait un recours contre cet arrêté. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais dans tous les cas, la question c'était de savoir si on pouvait exercer un recours contre un arrêté pris par une autorité administrative, ici le maire, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de police générale. On a vu tout à l'heure hein, les décisions prises par le ministère de l'Intérieur, des décisions éventuellement prises par le préfet. Bien là, on a vu aussi tout à l'heure des décisions prises par les maires. Vous pouvez vous dire, c'est général et c'est comme ça dans toute démocratie, quelle que soit l'autorité qui prend la décision, ministre, préfet, maire, dans tous les cas, en droit français, il y a toujours une possibilité de recours. Ça n'existe pas les décisions administratives contre lesquelles on ne peut pas exercer un recours. Par conséquent, on peut exercer un recours contre l'arrêté municipal du maire. Alors, quel serait le type de recours ? Bah, écoutez, vous irez regarder, si vous le voulez bien, un article du Code de la justice administrative, c'est l'article L521-2, c'est l'article qui prévoit ce que l'on appelle généralement le référé liberté. Alors c'est très simple, hein, c'est des grands mots comme ça, on a l'impression que c'est très compliqué, mais c'est pas très compliqué. Le référé liberté, de mémoire, ça existe depuis 2000, donc ça fait quand même 20 ans que ça existe dans notre organisation judiciaire. C'est le fait d'attaquer une décision qui porte atteinte aux libertés fondamentales. Là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, c'est une décision qui porte atteinte aux libertés fondamentales, la liberté notamment d'aller et venir. Alors, elle porte atteinte au-delà de l'atteinte qui est portée par la loi du 20 mars 2020, puisque là, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus sévère. Ça limite encore plus les choses. Bon, eh bien... on pourrait attaquer cette décision éventuellement sur le fondement de cet article. Alors, il y a des conditions. Il faut que ce soit une liberté fondamentale, il faut qu'il y ait un critère d'urgence, hein, voilà, et il faut que ce soit une atteinte grave. Donc, ici, on pourrait dire au juge, il est urgent, c'est ça le critère d'urgence, que vous annuliez cette décision, puisqu'elle porte une atteinte intolérable à notre liberté d'aller et venir, d'autant plus qu'elle est déjà limitée par la loi du 20 mars 2020. Là, il vient la limiter encore plus. Ben, ce qui va nous intéresser, surtout, c'est pourquoi il décide, ce maire, par son arrêté, de limiter encore plus la liberté d'aller et venir. Peut-être qu'il y a des circonstances locales qui l'expliquent. J'en sais rien. Je ne suis pas allé voir ce qui se passait à Sanary-sur-Mer. Mais s'il y a des circonstances locales particulières, objectives, qui permettent de justifier cela, votre recours il risque d'échouer. Rappelez-vous de ce que je disais, à chaque fois qu'il y a une limitation à une liberté fondamentale, et notamment cette liberté d'aller et venir, il faut des raisons. Hein, quand on interdit un certain nombre de choses, il faut des raisons objectives. Il ne s'agit pas simplement de dire « moi je suis le maire, j'ai le pouvoir de police générale, je fais ce que je veux ». Ça ne marche pas du tout comme ça. On est dans une démocratie, et à partir du moment où on est dans une démocratie, il n'y a aucune autorité qui est au-dessus de la loi. Donc voilà. Donc le juge sera amené à juger des raisons objectives qui peuvent expliquer cela. Là, en ce moment, l'actualité la plus récente, je suis comme vous, hein, j'y assiste, je vois qu'il y a des arrêtés municipaux un peu partout qui viennent interdire le sport de telle heure à telle heure, qui restreignent encore plus telle ou telle chose. Bon, voilà. Bah, dans tous ces cas-là, dans toutes ces situations, on peut imaginer un recours à un moment donné par un citoyen lambda, ça peut être vous ou moi, ou par une association qui dirait bah, moi je ne suis pas d'accord, on ne sait rien si vous voulez. Donc on pourrait toujours imaginer des recours pour remettre en cause les choses. Hein, donc voilà, c'est le principe de base. Donc j'espère, mes chers amis, parce que là on a terminé, hein, que cette séance de travail s'est bien passée pour vous. J'ai essayé de vous apporter quelques éléments complémentaires. Je vous le répète, hein, on n'est pas en cours, on est dans des conditions tout à fait particulières. On essaye de faire au mieux. Et vous essayez de faire le mieux possible. Moi, j'essaye de faire le mieux possible aussi. J'espère que ça vous plaît quand même, cet échange. Et puis que ça vous apporte quelque chose. Vous voyez, là, on profite de la situation pour comprendre ce que c'est, la liberté d'aller et venir. Moi, je me rends compte à quel point elle est chère, cette liberté, à nos yeux, vous voyez.
Il y a un petit dicton, je vais vous laisser là-dessus, qui dit « On reconnaît le bonheur au petit bruit qu'il fait quand il s'en va. » Voilà, c'est ça, vous voyez. Là, la saveur de la liberté d'aller et venir, waouh! Vous voyez, ça, c'est quand même pas rien, hein. D'aller boire un coup en ville, c'est pas rien. La preuve, c'est que là, vous pouvez pas y aller. Moi non plus, hein, j'ai pas de... Il n'y a pas de dérogation, si vous voulez. On est tous concernés. C'est la vie, quoi. Puis au moins, bah, on aura vécu un truc ensemble, fort. C'est pas rien, quand même. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis bon courage. Et comme dit mon pote Malik, hein, on les aura. On les aura. À bientôt, les amis.